continuer ce soir sur toujours la même interrogation, qui se précise un peu, on pourrait dire comme ça, à savoir ce qu'avec Lacan on peut appeler le plus de jouir. C'est pas quelque chose que Freud a élaboré, et pourtant, effectivement, on peut le trouver, justement, pas en comprenant, mais on peut le trouver à partir de sa façon de parler d'inconscient. Pour autant que l'inconscient, c'est pas le non-conscient, c'est pas quelque chose qui n'est pas conscient, et qu'on doit comme ça aller chercher, comme un archéologue va chercher quelque chose dans la terre, c'est caché. Et Freud d'ailleurs emploie cette métaphore. Hein. Mais il faut bien qu'il parte de quelque part, Freud. Donc, ce que je vous disais la dernière fois, que c'est des fois avant, mais peut-être plus la dernière fois, c'est l'importance du franchissement d'une barrière. Alors, quand je dis ça, évidemment, ça a à voir avec le langage, hein, c'est pas la pensée. Hein. Le franchissement d'une barrière, et je faisais référence à Antigone de Sophocle, au moment où elle franchit le seuil du tombeau. Et où on raconte, évidemment, parce qu'on raconte toujours, qu'on a besoin de raconter, notamment qu'après, on doit la retrouver pendue. Tout ça, c'est pas des idioties, mais c'est une façon de concevoir l'autre et le monde à son image. C'est la dimension de l'imaginaire. Et on est toujours pris dans cette problématique. Ce qui nous intéresse dans la lecture de Sophocle, notamment d'Antigone, ça n'est pas non plus la position que soutient Antigone contre Créon. Ça, bien sûr, c'est vrai, ça existe, etc., c'est courant. C'est le monde, hein, on va dire. Bon, ça va, cette position de révolte contre les lois, la loi que Créon veut instaurer, à savoir que Polynice, son frère, ne doit pas être enterré parce qu'il a commis des crimes contre la cité. Bien, et notamment contre son propre frère Éthéocle. Bon, ça c'est ceux qui viennent parler savent très bien qu'on est là-dedans, il faut en parler, il faut en user, en abuser, tout ce qu'on veut, jusqu'au moment où justement il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Ça n'apparaît pas comme une révélation, hein. C'est pas Saint Paul sur le chemin de Damas, tout d'un coup qu'il entend des voix, hein. C'est pas ça. Hein. C'est que tout d'un coup il y a un mot qui sort de travers, il y a un silence, et tout d'un coup on a arrêté. Hein, c'est quelque chose qui est que l'on peut appeler avec Lacan l'irruption du réel, tout en sachant que cette irruption est très étroite. La porte du réel est très étroite. Ce qui fait qu'habituellement, on passe son temps à recouvrir et on n'a aucune idée de ce champ-là. Ce qui est en jeu, donc, pour qu'il y ait un changement chez un être parlant, et c'est ça qui est en jeu à partir de ce que l'on appelle la psychanalyse. C'est-à-dire, quoi, ça c'est une vraie question, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse, hein? C'est une expérience très codifiée parce que c'est quelque chose qui obéit à des règles, mais ce n'est pas les codes de la pensée, c'est les codes qui fonctionnent dans la structure du langage. C'est pas des choses, c'est pas des étapes, c'est pas de la pédagogie, ça n'a rien à voir, c'est pas des prises de conscience, c'est pas ça du tout. Ça, c'est de la psychothérapie, c'est autre chose. Deux versants différents, je vous rappelais la dernière fois,
c'est deux versants différents de l'utilisation du langage. La psychothérapie, c'est une utilisation du sens des mots, c'est la communication, d'une certaine manière, ce qu'on n'arrête pas de rencontrer. C'est ce qui fait qu'on peut arriver à quoi faire, finalement, à influencer quelqu'un en lui disant certaines choses. C'est ça. Vous voyez que c'est un rejeton de l'hypnose, hein, telle qu'elle était pratiquée. Je pense toujours un peu comme ça aussi aujourd'hui, hein. Mais avant que Freud découvre, soit touché par quelque chose qui va nommer comme il pourra, il y a Unbewusst en allemand, hein, c'est-à-dire inconscient. Unbewusst. En sachant que ce mot-là, Unbewusst, hein, en sachant que ce mot-là, c'est très difficile aussi à traduire, hein, parce que il y a surtout une sorte de décomposition du mot entre l'un et le bewusst. Ça, c'est le su, ce qui est su, hein, ça vient de wissen, qui veut dire savoir. Puis alors normalement c'est le non su. Mais on a en français, on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle une translittération, c'est-à-dire un passage d'une langue à une autre. C'est l'insu. L'insu, hein, mais pas à l'insu. C'est plus que l'insu. C'est quelque chose qui ne peut pas être su déjà. C'est un savoir qui va se donner, mais qui n'est pas déjà su. C'est ce que ça veut dire. Bon. Donc, ce moment de franchissement, ce moment de ce seuil particulier, s'il est possible, c'est une possibilité. Hein. Alors, il y a quatre références, hein, dans la logique habituelle. Il y a l'impossible, le nécessaire, le possible et le contingent. Bon, j'ai déjà parlé de ça, ça va revenir progressivement, hein, mais la logique, elle fonctionne comme ça. Enfin, la logique, c'est comme ça que Lacan applique ça à ce qui se passe dans la dialectique de l'être parlant qui vient parler, en sachant qu'on lui demande de dire ce qui vient à l'esprit. C'est-à-dire, si possible, de ne pas commencer à trop penser avant de parler, ce qui est très, très difficile. Bon. Donc voilà un peu les choses telles qu'on peut les poser. Il faut du temps. Et dans ce mot faux, je retiens essentiellement l'origine, ambigu, tout est ambigu, tout est toujours ambigu dans le langage, puisque le il faut, c'est bien sûr le verbe falloir, hein, mais le verbe falloir vient d'un mot latin qui est fallere, et fallere, ça veut aussi dire faillir, d'où la faille. Vous voyez qu'il y a un paradoxe dans les mots, c'est-à-dire qu'il y a toute une élaboration. Quand je dis qu'il faut, qu'est-ce que je dis? Quand je dis peu sans faux, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Est-ce que je suis en train de raconter est-ce que je suis en train de parler de quelque chose qui serait peut-être le manque, justement? Vous voyez? De toute façon, il faut du temps pour arriver à ce seuil, cette barrière, parce qu'on est foutu comme ça. C'est tout, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas vous, on ne sait pas qui est, s'il y en a qui disent que c'est le créateur, pourquoi pas, mais ça ne dit pas qui est le créateur. Parce qu'on peut imaginer dans cette conception du monde qu'on a que le créateur, évidemment, c'est pas lui qui nous a créés, c'est nous qui l'avons créé. Alors on pense que c'est lui qui nous a créés, pourquoi pas, après tout. Aucune preuve, mais c'est pas le problème. Bon, tout ça pour un peu relativiser les opinions dans lesquelles on est habituellement pris, tous. Hein, voilà. Et puis surtout, tout l'environnement imaginaire, hein,
utilisation du langage dans lequel on est obligé de passer pour communiquer avec l'autre. Hein. On pourrait dire que la vie d'un être parlant, eh ben, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on voyait notamment il y a 50 ans, ça avait beaucoup de succès. Moi j'étais jeune à ce moment-là. Hein. Eh bien, ça avait beaucoup de succès. C'était, vous savez, c'était les romans, comment on appelait ça, les romans où il y avait ce que les gens pensaient. Hein, et c'était dans des bulles. Hein, après, il y a eu les bandes dessinées, mais les gens étaient là, et puis alors, tout ce qu'ils pouvaient penser, c'était les romans, les ciné-romans, là. C'était dans des bulles. Donc, vous voyez que chacun a une bulle. Il l'a vu ou non. Hein. On est tous dans une bulle. Le problème, c'est que dans cette bulle-là, ben, ce qui entoure, ce qui forme, ce qui limite la bulle, hein, qui en général est presque circulaire, un peu elliptique, mais circulaire, hein, eh bien, ça soit pas trop figé, que ça puisse un peu de temps en temps s'ouvrir à autre chose. Et vous voyez que ce que je suis en train de vous dire confirme un peu, c'est-à-dire que on a imaginé le système des planètes comme ça, hein. Il y a une centrale et puis les autres elles tournent autour. Alors on a dit d'abord c'est le Soleil, c'est la Terre. Ça. De toute façon c'est le même système, hein. Hein, c'est toujours la même chose. Il a fallu attendre longtemps pour qu'on commence à comprendre que ce n'était pas le cercle qui était important. Mais on pense toujours que c'est le cercle qui est important. Hein. Il suffit de regarder n'importe qui. Ce qui est intéressant, c'est être au milieu du cercle et puis un peu comme un roi, puis avoir autour de soi des gens qui nous ennuient, qui nous détestent, on voudra. Hein, le cercle, c'est quelque chose de très important dans les échanges avec l'autre. Vous rajoutez la croix, puis vous avez la religion. Avec le cercle et la croix, vous faites tout ce qu'il y a dans la religion. Hein, il n'y a pas besoin. La croix, en général, est à l'intérieur du cercle. C'est comme ça que c'est comme. Puis c'est pareil, évidemment, au niveau de la royauté. Bon. Donc voilà simplement déjà, je dis ça pourquoi? Pour un petit peu décentrer le discours habituel, le discours commun, quoi, le discours qui peut être très savant, hein, mais ça reste du commun puisqu'on peut le penser. Ce qu'on peut penser, c'est le commun. Hein, ce qui est commun à tout le monde. Alors, suivant ses aptitudes d'abstraction, on pourra penser plus ou moins de choses, mais on ne va pas arriver à la barrière dont je parle. Il y a que les grands scientifiques qui savent qu'il y a un infini qu'on ne pourra jamais toucher. Hein? Mais le fait de le penser, ça ne change strictement rien. Alors, on peut très bien le dire et le redire, et malgré tout, en fait, on n'est pas du tout convaincu. Être sûr qu'un jour, on va rendre cet infini connaissable. Eh bien non. Il y a un point, ça s'est écrit dans le langage lui-même, il y a un point, il y a un trou, hein, il y a une faille, voilà le lieu faux, il y a une faille, c'est ce qu'on appelle le falsus, hein, il y a un falsus qui est justement ce qu'il faut du fait qu'il ne faut pas. Voilà comment on pourrait le définir. Du fait qu'il ne faut pas, justement, qu'il existe. Quoi. Puisque toute la science est basée, et moi ce que je connais plutôt c'est la science médicale, toute la science médicale est basée sur le fait que, même si c'est pour aujourd'hui, ce sera demain après-demain, on va trouver effectivement ce qui fait qu'on va pouvoir régler, rendre l'homme heureux. S'il n'y avait pas cet espoir-là, de toute façon, bon. Alors je ne suis pas en train de dire que ça ne doit pas être, hein. Je ne suis pas du tout en moralisateur ni en philosophe, hein. Je suis simplement, j'essaie seulement un petit peu comme ça de dégoupiller un peu les trucs là pour faire sauter un peu les attitudes là. Parce que c'est important d'arriver à penser un peu autrement. Hein. Bon, mais pour penser autrement, il faut rencontrer ce moment particulier, dont on a beaucoup parlé à partir du Green-Munch, par exemple. Si vous regardez tout ce qui est raconté sur le Green-Munch, hein, là, on décrit une histoire particulière qui passe très bien, parce qu'on comprend bien, mais
le cri de Munch, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'est-ce que c'est que ce trou, cette bouchée extraordinaire, là, qui fait entendre un cri qui lui-même ne fait entendre que le silence. C'est ça l'intérêt du cri de Munch, c'est qu'il fait entendre le silence. C'est-à-dire que ce trou dans le savoir, en fait, c'est une certaine façon de rendre compte qu'il y a un silence, mais qui n'est pas le silence qui s'oppose au bruit. Hein. Et dès qu'on est toujours dans le binaire, hein, dès qu'on pense au silence, on pense au fait qu'il y a le bruit, puis quand il n'y a pas de bruit, il y a du silence. Pas du tout. Il y a un silence radical, hein, et le bruit, il vient plutôt masquer le silence. C'est comme ça qu'on peut entrer, je pense, je ne sais pas si on y arrivera tout à l'heure, on verra un petit peu comment les choses viennent, hein. C'est un peu comme ça qu'on peut arriver à la musique. Hein. Bon. Et à la voix, notamment. Bon, donc, il y a cette barrière particulière, ce seuil, qui est très casse-gueule. Hein, ce que je disais, je pense, la dernière fois, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, ben, c'est casse-gueule parce que personne ne le dit. Parce que je veux dire, on préfère rester habituellement dans les connaissances, en disant mais non, c'est pas ça qu'il m'a dit, ou c'est pas ça, t'as pas bien compris, etc. Vous connaissez tout ça, hein. Toutes les scènes de ménage qui en résultent. Bon. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la place de l'autre. C'est ça, on pense à la place de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans sa bulle et on met l'autre dans notre bulle. Et l'autre, il fait pareil. Donc, on a en général un certain nombre de personnes quand on est deux. Voilà. Bon, alors, je voudrais aujourd'hui, parce qu'on a abordé ça la dernière fois de façon un peu rapide, puis peut-être un peu cavalière, prendre ce que j'écris tout au-dessus. La pulsion de mort est suspecte. Ça, c'est Lacan qui dit ça. Il dit ça dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse vers les années 60, mars ou avril 1960, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas été tellement retenu par les psychanalystes, à ma connaissance. Hein. Cette phrase, c'est énorme ce qu'il dit. Comme toujours, il dit, moi, quand je dis les choses, il ne faut jamais les prendre au premier degré. Jamais, jamais. C'est toujours très compliqué ce que je raconte. Hein. Et c'est pour ça que je vous ai mis en dessous, d'où vient ce mot suspect, ça vient d'un mot latin, suspicere. Et vous connaissez le suspect, évidemment, le suspect, c'est celui. Le suspect, voilà. Maintenant, d'ailleurs, on parle directement suspect ou coupable. Avant, on est suspect ou coupable. Et comment ça va vite, là, l'imaginaire, la bulle. Hein. Bon. Et donc, suspicere, ça veut dire quoi, en fait? Vous reconnaissez dans suspicere le species. Le species, c'est le regard, en latin. Hein? L'inspecteur. Le spicere, ça veut dire regarder. Hein? Et inspecteur, c'est regarder à l'intérieur. C'est pour ça que c'est insupportable, les inspecteurs qui débarquent. Hein? Alors, suspicere, ça veut dire, c'est une façon de dire sub, de dessous, c'est que depuis le bas, on regarde au-dessus. Alors, ça veut évidemment dire mépriser, ça veut dire tout ce qu'on voudra, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose là, quand on dit que la pulsion est suspecte, ça veut dire, entre autres, moi je le prends comme ça, au-delà du sens même que je viens de vous dire, ça veut dire que, eh ben, on a toutes les chances d'être pris par le sens habituel, c'est-à-dire qu'il faut s'en méfier, parce que c'est pas du tout ça. C'est justement parce qu'elle est suspecte qu'elle peut nous permettre de regarder, de voir les choses depuis un autre point de départ, hein, qu'il soit dessous, ou qu'il soit pas sous, c'est pas le problème. Hein. Et quand il aborde cette question-là, il enfonce le clou. Hein. Hein. La pulsion mort, il dit qu'elle est créatrice. Pof. Tous les grands philosophes, psychologues, tout ce que vous voulez, qui disent dans la pulsion de mort, ils voient que le mot mort. Oh, là, ça, tout le monde tremble. Ben, c'est pas du tout ça, la pulsion de mort, c'est pas la mort. C'est pas ça. Ils voient même pas qu'il y a le mot pulsion, ils le voient, mais ce qui compte, c'est le mot pulsion, c'est pas ça. C'est pas le mot mort, c'est pas la destruction, c'est pas l'agressivité, oh, la pulsion de mort. L'agressivité, ça n'a rien à voir. Que ça puisse avoir des effets éventuellement un peu comme ça, c'est pas ça.
c'est qu'au niveau du langage, là on revient, on n'est plus dans la psychologie, hein, on n'est plus dans la pensée. Au niveau du langage, il y a, alors ça c'est ce qu'on appelle le jugement d'existence en philosophie, on ne peut pas le prouver en tant que tel, hein, c'est une supposition. Il y a effectivement un trou dans le savoir. Et ce trou, il est soutenu par cette pulsion de mort. Autrement dit, quand on franchit cette barrière, ce seuil-là particulier, on en arrive, justement, pas du tout à ce qu'on imagine soi-même, on arrive au champ de la pulsion de mort, et qui est le CHANT. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Antigone, à ce moment-là, Antigone, hein, c'est 441 avant Jésus-Christ, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Eh bien, ce qui est important à ce moment-là, c'est que qui est-ce qui apparaît? Qui est-ce qui apparaît? C'est Dionysos. C'est un dieu particulier qui est effectivement le dieu de musique, le dieu de la flûte, et qui est, avec Apollon, à l'origine de la tragédie grecque, vers les années, le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, autrement dit, quand Sophocle écrit sa pièce, au moment qu'il le pense ou pas, on s'en fiche complètement. Hein. On n'est pas là pour donner la pensée de Sophocle, c'est pas le problème. C'est ce que Sophocle a écrit, comme dans tout écrit, hein. Qu'est-ce que Sophocle a écrit qui puisse me travailler? Quel est le message sophocléen? Le message sophocléen, c'est qu'il a, entre autres, c'est qu'il ne peut être appréhendé qu'à partir de cette dimension que Freud a appelée la pulsion de mort. Mais il faut aller au-delà de ce que Freud en a dit. Et là, évidemment, on a Lacan. Voilà. Hein? L'incompréhensible de Lacan. Voilà. Le génial de l'incompréhensible de Lacan, c'est quand on dit Lacan se règle. Là, on peut taper sur Freud, mais taper sur Lacan, c'est compliqué parce qu'on n'y comprend rien. Mais c'est ça qui est important. C'est justement là, parce que même si on trouve une phrase qui serait discutable, celle qui suit, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne peut pas argumenter les trucs. Mais c'est ça la poésie, je veux dire. C'est pas fait pour comprendre, hein, c'est pas fait pour la communication, c'est pas fait pour. C'est ça. C'est comme on le dit, hein. J'ai plus bien dit ça. Hein. Le poète, il est mangé, pas par les vers, il est mangé des vers. C'est vrai qu'il mange des vers, hein. Il est mangé des vers. La langue, c'est quelque chose de. Ça se joue à un poil près, hein. Rien. À un poil près, on change complètement. Ces petites bêtes, hein, comme disait, je crois, je ne sais plus qui, Platon. Il ne supportait pas ça, Platon. Hein. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, Platon, c'est celui qui a foutu en l'air la tragédie grecque, notamment. Hein. La notion de beau, etc., de pensée, tout ça. Bon. Bref. On y reviendra une autre fois. Bon, eh bien, il ne supportait pas, les mots, ils appelaient ces petites bêtes là, qui viennent ensemble et puis qui construisent, ça s'appelle des petites bêtes, ça s'appelle des signifiants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sens, même si ça a un sens, ce n'est pas le sens commun. On revient sur le commun. C'est autre chose que le sens commun. Voilà. Donc, voilà. Passant cette barrière, cette limite, on arrive à un moment que les linguistes ont appelé la signifiance, mais quand même, ils ont beaucoup dérapé là-dessus, hein, parce que c'est pas tellement ça, hein, vous savez, les linguistes, il y a signifié et signifiant, hein, bon, que ça, mais avant de Saussure, c'était un peu léger, hein, et puis de Saussure à l'école de Prague, ils sont un peu revenus là-dessus, enfin, Lacan s'appuie là-dessus. Puis vous savez, de Saussure, il a fait une découverte hein, dans les vers saturniens. Il a trouvé que, comme ça, en lisant des vers saturniens, il pouvait trouver des lettres. Si il assemblait ces lettres, il trouvait des noms de Dieu. C'est pas des noms de Dieu, c'est pas le juron, hein, des noms de Dieu. Il a eu une telle trouille qu'il a remis dans son. Il était prof à Genève, hein, il a remis dans ses tiroirs tout son truc, il a découvert ça après sa mort. S'il avait été psychanalyste, il n'aurait pas fait ça. Parce qu'au contraire, il aurait trouvé là quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Bon. Alors,
vous voyez que cette dimension-là du langage, parce que c'est de ça dont je parle, hein, ce qu'on appelle des anagrammes, hein, à propos de Ferdinand de Saussure, hein, le linguiste bien connu, hein. Quand même, il a apporté quelque chose de particulier, et après ça a été repris par ce que je disais tout de suite, l'école de Prague, et puis après, évidemment, après ça passe dans l'université, et puis après, c'est le discours universitaire, sur lequel il a bien fallu qu'on se coltine tous, hein, sinon on n'aurait jamais eu de diplôme, hein, il a bien fallu bouffer ça en bonne nourriture, et puis la recracher au bon moment pour avoir ses diplômes, sinon on est ennuyé, hein, mais c'est pas ça. Ça, on est complètement en deçà de la barrière dont j'essaie de parler, qui est celle de la signifiance. La dernière fois, j'expliquais que la signifiance, c'est le moment où on apparaît à la dimension du non-sense, du non-sens. C'est-à-dire, c'est la musique qui compte à ce moment-là, c'est plus là. Si vous regardez une partition d'opéra, vous allez avoir effectivement le sens, c'est-à-dire le livret, hein, l'histoire, qui est très simple, c'est toujours le même truc, hein, un peu ce qui vient de se passer. Il y a quelques jours, là, maintenant, au tweet, hein. Il y a des histoires, il y a un homme, il y a un ténor qui a une soprane, en général c'est comme ça, c'est plutôt ceux qui sont au-dessus. Pourquoi? Bon, ça peut être aussi le mezzo, pourquoi pas, hein. Bon. Et puis l'autre qui est jalouse, et puis le père qui n'est pas d'accord. Enfin, avec ça, vous faites un opéra, l'histoire se résume en 3 lignes. Hein. C'est pas... Et puis c'est vrai que toute la vie, elle s'articule autour de trucs comme ça, c'est tout simple. Hein. Bon, il n'y a pas les médias. Il n'y a pas besoin des médias, quoi. C'est ceux qui se délectent de tout ça. Bon. Donc, la question du sens nous amène au fait que la musique, elle va transcender le sens. Et, c'est une transcendance qui n'est pas une transcendance, on va appeler ça une transcendance laïque, hein, évidemment. Hein. Ça traverse, hein, ça traverse. Hein. C'est pas la transhumance, ça c'est bien pour la transhumance, hein, sur les autoroutes. Ça traverse complètement pour nous conduire ailleurs. Voilà. Ça nous conduit ailleurs si on peut entendre quelque chose. Et alors, ça change tout, évidemment, et se pose la question de celui qui produit ce quelque chose de particulier, qui a à voir avec la jouissance, mais la jouissance c'est pas le plaisir, hein, ce qu'on appelle le plus de jouir, hein, qui passe dans la voix, qui chante, à ce moment-là, plus particulièrement, hein, et il peut arriver, sans même que celui qui chante n'en ait idée, c'est toujours la même question, hein, c'est pas l'émetteur, récepteur, etc., classique, hein, de la communication, hein. C'est pas, il y a un émetteur, et puis un récepteur, et puis l'émetteur, il s'arrange pour que le récepteur comprenne. C'est la politique, ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ben, c'est ça. C'est comme ça que Lacan, il bouleverse tout. Il met un coup de pied dans le jeu de qui. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. Ah, voilà. On ne comprend plus rien du tout. C'est pas l'émetteur qui dit ce qu'il faut faire au récepteur. Ça, c'est l'école actuelle. Donc, on en arrive donc à cette dimension particulière qui est que il peut arriver, je reviens là-dessus, il peut arriver que cette suspicion ait une valeur, on va dire, une valeur de vérité. Et si vous avez lu notamment le Capital de Marx, hein, c'est une chose énorme, hein, eh bien c'est le Capital dans le Capital, c'est pas ce que Marx raconte. Bien sûr, c'est ici pour tous les politiques, etc., c'est très bien. Pour tous les syndicalistes, tout ça, c'est très bien. Non. C'est pas les exploités qui est important là-dedans. Au niveau du langage, je parle pas du sens. Hein. C'est qu'il il trouve quelque chose qui s'appelle la plus-value. C'est-à-dire
compris par les économistes, ils trouvent quelque chose qui s'appelle la plus-value, hein, la Merklust de Marx, l'allemand. Eh bien, cette plus-value, c'est justement ce qui est en jeu. C'est ce plus-là qui nous intéresse. Au plus haut point. Donc, je vais m'arrêter sur ceci, sur le fait que, effectivement, on est tous pris, je disais ça la dernière fois, tous, et ça c'est dans l'histoire, on va dire, de la philosophie grecque. Pendant tout un temps, il y a eu, c'est difficile à expliquer parce que, il y a eu ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire que était transmis par le biais d'un maître, un élève, donc ça veut dire opinion, enfin, c'est bien plus compliqué que ça, hein, quelque chose. Puis à un moment, il y a eu quelqu'un que vous connaissez particulièrement, notamment, pas n'importe qui, hein, le grand hystérique de l'histoire grecque. Hein. Ça, je vous le donne en mille, si vous le savez. Hein. Il y a eu Socrate. Socrate nous fait des trucs. C'est un hystérique, il avait des symptômes, il y a plein de trucs, etc. Son génie, c'est d'avoir en quelque sorte provoqué le maître grec de fournir un savoir, comme tout hystérique d'ailleurs, hein. Hystérique, montre-moi que t'es un homme, quoi. Dis des choses simplement. Hein. Bon. Donc pour qu'ils produisent un savoir, ce savoir, c'est ce qu'on appelle l'épistéme. Hein. Et ce savoir, il conduit au fait que il met en place, il donne naissance à ce qu'on appelle la techné. Techné, c'est-à-dire que vous avez l'épistémé du maître et la techné de l'esclave. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et on en est tous là. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'on est je ne sais pas quoi, on est à la fois maître et esclave. Voilà, on va partir de là. C'est bien plus simple. Hein. Il n'y a pas les maîtres et les esclaves, il n'y a pas les exploités et les exploiteurs. Bien sûr, ça existe. Hein. Bien sûr. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est trop facile ça. On est dans on a tout ça en nous, c'est-à-dire qu'on est clivé, on est divisé. On est divisé, et le problème, c'est de savoir quelle part de nous-mêmes on va en quelque sorte susciter et solliciter. Donc, alors vous voyez, pourquoi je vais terminer là-dessus, parce que c'est une question très importante. C'est très important parce que l'idée de techné, il vient le mot technique. Hein. Alors ça pose des sacrés problèmes dans tout ce que vous pouvez imaginer, dans les activités artistiques notamment. Il faut bien sûr avoir une certaine technique, bien sûr. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui vous file la technique, hein, qui est vraiment en position de maître, ça peut être insupportable. Et que, comme l'hystérique, hein, vous pouvez très bien refuser, comme l'anorexie, vous pouvez très bien refuser la nourriture qu'il veut vous donner. Voilà. Alors lui, évidemment, en position de maître qui sait tout, il va dire, bah oui, il est doué, il n'est pas doué, etc. Voilà. Il va dire, pourquoi il ne comprend rien, etc. Et, j'en ai parlé la dernière fois dans la discussion, ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est exactement la même chose, hein, c'est évident. L'éducation nationale, sortons de l'enseignement, hein, l'éducation nationale, en général, hein, il y en a toujours un qui veut vous apprendre quelque chose, hein, et on ne peut pas éviter ça non plus, on ne peut pas l'éviter. Donc le problème pour chacun d'entre nous, c'est comment il nous est possible là-dedans de rencontrer celui qui se met en position de maître, bien sûr, parce que lui, alors là, entre eux, ils ont des histoires pas possibles, parce que c'est celui qui pense qu'il a la meilleure technique, évidemment. Mais ce qui est important, c'est justement comment est-ce qu'il est possible d'accepter, pour prendre ça, hein, cette nourrice, là, cette nourriture, là, parce que c'est comme ça que ça démarre, là, le rapport entre l'enfant et le monde, qui est conceptualisé, on pourrait dire, par ce qu'on appelle la mère, mais pas la mère, comme ça s'appelle le désir de la mère, c'est compliqué. Hein. Comment est-ce qu'il est possible d'accepter cette nourriture savante, plus ou moins, en sachant que on n'est pas un instrument, quoi.
Il ne suffit pas de dire qu'il faut faire ça, 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 puis voilà, puis maintenant ça va. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une vraie question. C'est une question que je rencontre, moi, dans mon. Et inévitablement, mais comme j'avais fait une analyse, c'est quand même bien plus simple. Mais il n'empêche que celui qui est en face de moi, il pense toujours pareil. Donc, comment on fait avec ça? C'est à chacun de se débrouiller avec ça. Et vous pouvez avoir un maître très doué, hein, parce qu'il a un savoir, une épistémère très importante, mais c'est pas pour autant que ça passe. C'est pas pour autant que alors ça va se traduire comment? Ça va se traduire que vous comprenez tout ce qu'il vous dit, par exemple, et bien vous pouvez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas appliquer. On a tous eu ça dans nos études, hein. Des trucs que vous comprenez, mais vous savez, des gamins, j'en vois un certain nombre, ça. Ils viennent sur des difficultés scolaires, ils savent les règles, quand elles se présentent, s'ils les reconnaissent, ils sont perdus, ou alors ils ne les reconnaissent pas. Ils les savent. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas incorporer, c'est très compliqué l'incorporation, c'est un acte psychique, inconscient, incorporer un savoir qui vient d'un certain lieu. Voilà. Et la réponse est simple, je l'ai donnée, c'est parce que la pulsion de mort, et on est loin des cimetières, hein, la pulsion de mort, elle ne fonctionne pas tout à fait bien à ce moment-là. Bon. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.